maintenant à Madame Valérie Rabault, rapporteure générale de la Commission des finances. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission des Affaires européennes, Monsieur le Président de la Commission des finances, Madame la rapporteure pour avis, mes chers collègues, comme l'an dernier, l'examen du projet de loi de finances donne lieu à un débat sur le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne. Bien sûr, ce débat est d'abord l'occasion d'aborder les relations financières entre le budget de la France et celui de l'Union européenne, mais c'est bien sûr également l'occasion d'aborder le contexte économique européen et des politiques européennes en faveur de la croissance économique. Avant d'en venir à l'économie européenne, je voudrais rappeler quelques points sur le plan budgétaire. Premier point, sur le niveau du montant du prélèvement sur recettes. Depuis 2007, et à périmètre constant, le prélèvement sur recettes a progressé. 15,4 milliards en 2007, 16,6 en 2008, 18,3 en 2009, je vais avancer sur quelques années, 22,5 en 2013, 20,3 en 2014, 20 milliards en 2015, selon la prévision actualisée du gouvernement. Ainsi, le prélèvement sur recettes représente environ 8% des dépenses de l'État, hors charge de la dette et des pensions. Ce montant n'intègre pas les ressources propres traditionnelles de l'Europe, les fameux RPT, tels que les droits de douane, pour lesquels les administrations nationales agissent comme de simples intermédiaires. Pour la France, ces ressources propres sont de l'ordre de 1,4 milliard d'euros. Le prélèvement sur recettes en faveur de l'Union européenne est désormais de l'ordre d'une vingtaine de milliards d'euros chaque année, soit 1% environ de notre richesse nationale. C'est d'ailleurs ce taux qui est observé dans la plupart des pays européens, à l'exception de quelques-uns. Ces taux incluent les rabais qui ont pu être négociés au niveau de l'Union européenne par un certain nombre de pays. Ainsi, l'article 22 de notre projet de loi de finances pour 2016 évalue à 21,5 milliards d'euros le prélèvement sur recettes en faveur de l'Union européenne pour 2016, soit 1,5 milliard d'euros de plus que ce qui est prévu, ou en tout cas qui va être constaté pour 2015. Cette hausse de 1,5 milliard d'euros s'explique en grande partie par le fait que la France devra s'acquitter de manière rétroactive d'environ 900 millions d'euros qui correspondent aux corrections et rabais forfaitaires accordés à certains États membres au titre des années 2014 à 2015. Il s'agit en fait d'une forme de rattrapage. Deuxième point sur la portée de notre vote. L'article 22 du projet de loi de finances pour 2016, qui porte sur le prélèvement de ces recettes, est évaluatif. Il n'est pas limitatif, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas budgétairement d'une dépense. En effet, budgétairement, les dépenses sont plafonnées, il s'agit d'autorisations à ne pas dépasser. En revanche, dans le cadre des prélèvements sur recettes, ils peuvent être en exécution d'un montant supérieur à celui qui est voté. Autrement dit, contrairement aux autres dépenses dont nous voterons le plafond global à l'article d'équilibre, l'article 23 qui suit immédiatement notre discussion sur le prélèvement sur recettes, le montant voté au titre du prélèvement sur recettes peut être dépassé en exécution. Et il est d'ailleurs fréquent de constater des écarts significatifs à la hausse ou à la baisse entre les montants votés et les montants exécutés. Ainsi, en 2014, l'exécution a été supérieure de 123 millions d'euros au montant inscrit initialement en loi de finances initiale. Alors, une question se pose pour nous députés, pour nous parlementaires, et cette question serait de savoir s'il ne pourrait pas y avoir un effort qui soit opéré au niveau de l'Union européenne pour connaître de manière un petit peu plus précise et, je crois, un petit peu plus sincère le montant du prélèvement sur recettes. Je crois que ça permettrait d'avoir un débat plus clarifié sur notre contribution à l'Union européenne. Troisième volet que je souhaitais aborder cet après-midi, c'est la nature du prélèvement sur recettes, qui est traité comme une dépense et non comme une moindre recette dans le budget de l'État. Je l'ai dit tout à l'heure,
Nous avons vu des variations entre ce que nous avons voté et ce qui a été exécuté. Et je crois qu'il y aurait sincèrement un effort à demander à la Commission européenne pour avoir un montant qui soit le plus précis possible. Cette réflexion rejoint la préoccupation qui a été portée la semaine dernière par notre collègue Pascal Cherki dans un amendement qui a été examiné et qui visait tout simplement à exclure ce prélèvement du déficit nominal. Alors, intellectuellement, cette proposition est largement défendable et entendable au regard de ce que je viens d'indiquer sur les prévisions qui sont pratiquées, mais pratiquement elle se heurte quand même à un principe de réalité qui fait que le déficit nominal n'est que le reflet chiffré de ce que la France devra emprunter en plus en année N+1, sans avoir à tenir compte de la nature de la dépense. C'est toujours de l'argent qu'il faudra aller emprunter. Quatrième point, c'est la notion du budget européen sur laquelle je souhaitais dire, Monsieur le ministre, un petit mot. Nous savons le prélèvement sur recettes de la France représente 15% du budget européen, dont les recettes annuelles globales sont de l'ordre de 145 milliards d'euros. La France est le deuxième contributeur net au budget de l'Union européenne. Elle verse en effet 21 milliards d'euros, elle en reçoit environ 14, ce qui fait une contribution nette de 7. Mais ce que l'on observe au cours des années, c'est que le mécanisme des rabais est croissant pour la France. Ainsi, sur la période 2010-2016, la France finance la compensation en faveur du Royaume-Uni à hauteur de 27% en moyenne, presque un tiers. Ce rabais a été, donc, typiquement sur l'année 2013, le rabais britannique était de 4,3 milliards d'euros, ce qui fait que la France y a contribué pour 1,2 milliard d'euros. Il existe un certain nombre de rabais forfaitaires sur la période 2014-2020 qui sont de 695 millions d'euros pour les Pays-Bas et d'une dizaine de millions d'euros pour d'autres pays. Cette question, bien entendu, je crois, est nécessaire, doit être posée dans le cas du débat démocratique. Je voudrais maintenant aborder un point plus conjoncturel qui fait lien avec la discussion de cet été sur la crise grecque et puis depuis sur la crise agricole et bien entendu sur la crise des réfugiés. Alors, je voudrais rassurer, je sais qu'il y a eu des questions qui ont été posées notamment à la Commission des finances, le plan qui a été voté cet été en soutien à la Grèce ne coûte rien de plus budgétairement à la France. Pourquoi ? Parce que ce troisième prêt qui a été accordé passe par le mécanisme du MES, dont la capitalisation a déjà été autorisée par le Parlement. Et aujourd'hui, le MES dispose de l'argent, d'une quantité d'argent nécessaire pour que la levée de fonds qui seront ensuite prêtés à la Grèce puisse être faite sans nécessité de nouvelles recapitalisations. C'est pour cela qu'en termes d'argent budgétaire sonnant et trébuchant à l'instant T, il n'y a pas de dépenses supplémentaires qui sont liées à cette renégociation du prêt qui a eu lieu cet été. Monsieur le ministre a évoqué tout à l'heure, bien entendu, la crise agricole qui a obtenu un certain nombre de soutiens, et je voudrais maintenant en venir à la crise des réfugiés. Parce que au moment où nous nous exprimons aujourd'hui devant cette Assemblée, d'autres mouvements, je les citerai, Pegida à Dresde et autres, souhaiteraient fêter leur premier anniversaire de leur création, qui date d'il y a un an. Et je crois que nous, Français, nous, Européens, nous ne pouvons nous exclure de cette marche de l'histoire, de cette marche de la démocratie, de ce mouvement que l'Europe a porté. Parce que l'Europe, c'est bien sûr une histoire de chiffres, mais c'est avant tout une histoire humaine qui doit aussi se projeter dans l'avenir, qui doit assurer sa part de solidarité, sa part de responsabilité. Et je remercie Monsieur le ministre d'avoir reprécisé les différents éléments qui conduisent à assurer cette part de solidarité. Cette histoire humaine, elle doit aussi se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire à court terme et à moyen terme. Et se projeter dans l'avenir à moyen terme, ça veut dire investir. Alors, le gouvernement a pris en France des mesures très fortes dont nous avons eu l'occasion de débattre au début de ces projets de loi de finances avec le CICE, le suramortissement. Mais moi, je voudrais en venir à l'Europe. L'Europe a lancé le plan Juncker. Là aussi, on peut quand même, le montant est significatif, mais on peut quand même regretter que les choses soient compliquées. Les porteurs de projets doivent ainsi s'adresser à la Banque européenne d'investissement avec, au niveau national, le filtre du Commissariat général à l'investissement. Cette démarche,
elle est sans doute nécessaire. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis juillet, nous avons à peu près une petite dizaine de projets qui ont reçu un accord. Je crois que, Monsieur le Ministre, cette discussion budgétaire nous donne l'occasion de formuler une demande. Il faut aller plus vite sur le plan Juncker. L'investissement, si on le bloque, on bloque les perspectives futures pour notre pays et pour l'Union européenne. Je vais en conclure sur ce point. Je me félicite, avec d'autres collègues, que le semestre européen ait permis un dialogue constructif entre la France et les institutions européennes, à tel point, chers collègues, qu'aujourd'hui, on ne parle plus de sanctions. On se projette dans une démarche beaucoup plus constructive. Et je crois que cela démontre que la France a pleinement retrouvé, sous cette législature, sa crédibilité. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure générale. La parole est à Madame Estelle